Imaginez un instant que vous puissiez traverser les tempêtes de la vie avec la sérénité d'un phare, inébranlable face aux vagues les plus violentes. Imaginez que chaque obstacle, chaque déception, chaque trahison glisse sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Cette image vous semble-t-elle utopique? Pourtant, il y a plus de 2000 ans, des hommes et des femmes ont découvert ce secret. La vraie liberté ne consiste pas à contrôler, mais à savoir lâcher prise. Nous vivons dans un monde obsédé par le contrôle. Nous voulons contrôler notre image sur les réseaux sociaux, les opinions que les autres ont de nous, l'évolution de nos carrières, les sentiments de nos proches, et même le temps qu'il fait lors de nos vacances. Nous nous épuisons à tirer sur des ficelles invisibles, convaincus que plus nous serrons fort, plus nous maîtrisons notre existence. Mais voici le paradoxe cruel. C'est précisément cette soif de contrôle qui nous rend prisonniers. L'entrepreneur qui passe ses nuits à s'inquiéter des décisions de ses concurrents. La mère qui s'angoisse en permanence pour l'avenir de ses enfants. L'artiste qui se consume à force de vouloir plaire à tout le monde. Tous ces êtres humains souffrent du même mal. Ils gaspillent leur énergie vitale à vouloir maîtriser l'incontrôlable. Et si je vous disais qu'il existe une autre voie, une philosophie millénaire qui a transformé des esclaves en sages, des empereurs en hommes libres, des soldats en poètes de l'âme? Cette voie, c'est celle des stoïciens, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, des hommes qui ont fait du lâcher-prise non pas une résignation, mais une arme intérieure redoutable. Dans les jardins de la sagesse antique, Rome, 2e siècle après Jésus-Christ. Dans les brumes de l'aube, un homme se lève dans ses appartements du Palatin. Cet homme, c'est Marc Aurèle, empereur du plus vaste empire que le monde ait connu. Autour de lui, les soucis de l'État l'assaillent, les barbares aux frontières, la peste qui ravage les provinces, les complots qui se trament dans l'ombre. Pourtant, avant de revêtir la pourpre impériale, il s'assoit à son bureau et écrit quelques lignes dans un carnet personnel. Ces lignes, nous les connaissons aujourd'hui sous le nom de « Pensées pour moi-même ». Rappelle-toi que ce qui te trouble, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais l'opinion que tu t'en fais. Cette phrase résume à elle seule l'essence de la révolution stoïcienne. Née au IIIe siècle avant Jésus-Christ dans les portiques d'Athènes sous l'impulsion de Zénon de Citium, la philosophie stoïcienne n'était pas une théorie abstraite réservée aux intellectuels. C'était un art de vivre, une méthode pratique pour naviguer dans les eaux tumultueuses de l'existence humaine. Les stoïciens poursuivaient un objectif simple mais révolutionnaire, atteindre l'ataraxie, cette sérénité intérieure qui permet de traverser tous les orages sans perdre son cap. Pour eux, le bonheur ne dépendait ni de la richesse, ni de la gloire, ni même de la santé. Il résidait dans cette capacité unique à l'être humain, choisir ses réactions face aux événements. Épictète, ce philosophe qui avait été esclave avant de devenir l'un des plus grands maîtres de l'Antiquité, l'exprimait avec une clarté saisissante. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Cette phrase, gravée dans le marbre de la sagesse humaine, contient toute la révolution stoïcienne. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas les victimes passives de notre environnement, mais les architectes de notre paix intérieure. La grande révélation. 2 cercles qui changent tout. Fermez les yeux un instant et imaginez 2 cercles devant vous. Le premier, petit mais lumineux, représente tout ce qui dépend réellement de vous. Le second, immense et sombre, englobe tout ce qui échappe à votre contrôle. Cette visualisation simple bouleverse notre rapport au monde et constitue le cœur battant de la sagesse stoïcienne. La dichotomie du contrôle. Dans le petit cercle lumineux, vous trouvez vos pensées, ces voix intérieures que vous pouvez choisir d'écouter ou d'ignorer. Vous y trouvez vos choix, ces milliers de décisions quotidiennes qui façonnent votre caractère. Vous y trouvez vos actions, ces gestes concrets par lesquels vous imprimez votre marque dans le monde. C'est votre royaume, votre territoire de souveraineté absolue. Dans le grand cercle sombre s'étend tout le reste. La mort qui viendra quand elle viendra, le temps qui passe inexorablement, les tremblements de terre et les pandémies, les réactions de votre conjoint à votre dernière remarque,
les décisions de votre patron, les humeurs de vos adolescents, la météo de vos vacances, l'évolution de la bourse, les commentaires sous votre dernière publication sur les réseaux sociaux. Sarah, 34 ans, cadre dans une entreprise de marketing, découvre un matin qu'elle va être licenciée. Son premier réflexe? Se lancer dans une bataille acharnée pour faire changer d'avis sa direction. Elle passe des semaines à ruminer, à chercher des coupables, à imaginer des stratégies de reconquête. Elle s'épuise dans le grand cercle sombre, celui de l'incontrôlable. Mais Sarah pourrait faire autrement. Elle pourrait se concentrer sur son petit cercle lumineux. Comment réagir à cette nouvelle avec dignité? Quelles opportunités cette situation lui offre-t-elle? Comment peut-elle transformer cette épreuve en tremplin? Quelle attitude adopter qui sera en accord avec ses valeurs profondes? Thomas, lycéen de 17 ans, vient de publier une vidéo sur TikTok qui fait le buzz, mais pas dans le bon sens. Les commentaires pleuvent, méchants, moqueurs. Il passe des nuits blanches à répondre à chaque critique, à essayer de convaincre des inconnus de changer d'avis. Il s'enferme dans une prison de sa propre fabrication, essayant de contrôler l'opinion de milliers de personnes qu'il ne rencontrera jamais. Et si Thomas appliquait la dichotomie stoïcienne, il réaliserait que l'opinion des autres appartient au grand cercle de l'incontrôlable. En revanche, sa réaction, sa capacité à apprendre de cette expérience, sa décision de continuer ou non à créer du contenu, tout cela relève de son petit cercle de pouvoir. C'est là qu'il peut agir, c'est là qu'il est libre. Les chaînes invisibles de notre époque. Mais pourquoi est-il si difficile de lâcher prise? Pourquoi nos mains se crispent-elles instinctivement sur ce que nous ne pouvons pas contrôler? La réponse plonge ses racines dans les profondeurs de notre psyché humaine. Nous sommes des êtres programmés pour la survie, et notre cerveau primitif assimile l'incertitude au danger. Face à l'inconnu, à l'imprévisible, notre système nerveux se met en alerte maximale. Nous cherchons désespérément des prises, des certitudes, des points d'ancrage dans un monde qui semble parfois chaotique. Cette tendance naturelle se trouve amplifiée par notre époque. Nous vivons dans l'illusion du contrôle total. Nos smartphones nous donnent l'impression de maîtriser l'information. Les réseaux sociaux nous promettent que nous pouvons façonner notre image et influencer l'opinion publique. La société de consommation nous chuchote que nous pouvons acheter notre bonheur. La culture de la performance nous martèle que nous devons tout prévoir, tout optimiser, tout maîtriser. Résultat, nous développons ce que les psychologues appellent une illusion de contrôle pathologique. Nous croyons pouvoir influencer des événements qui ne dépendent pas de nous. Nous nous épuisons à essayer de contrôler la météo émotionnelle de nos proches. Nous nous rongeons les sangs pour des événements qui ne se produiront peut-être jamais. Marina, chef d'entreprise de 42 ans, passe ses soirées à consulter obsessionnellement les statistiques de son site web. Elle analyse chaque baisse de trafic, chaque commentaire négatif, chaque fluctuation de ses ventes, comme si sa vigilance permanente pouvait miraculeusement influencer ses données. Elle a développé une forme d'addiction au contrôle qui ronge sa sérénité et sa capacité à prendre du recul. Cette frénésie du contrôle a un coût énorme. L'anxiété devient notre compagnon de route quotidien. La frustration nous envahit dès que les choses ne se déroulent pas selon nos plans. La colère explose quand nous réalisons notre impuissance face à certaines situations. Nous devenons nos propres bourreaux, prisonniers d'une cage dorée fabriquée par nos attentes démesurées. Mais les stoïciens nous montrent un autre chemin. Ils nous enseignent qu'il existe une forme de liberté plus haute que celle de contrôler, celle de choisir consciemment nos réactions et de concentrer notre énergie là où elle peut vraiment faire la différence. Les outils secrets des sages antiques. Comment les stoïciens parvenaient-ils à cette sérénité qui force encore aujourd'hui notre admiration? Ils avaient développé des pratiques concrètes, des exercices spirituels quotidiens qui transformaient progressivement leur rapport au monde. Ces outils, loin d'être des reliques poussiéreuses, restent d'une actualité saisissante. La préméditation des mots, se préparer à l'imprévu. Chaque matin, Sénèque avait une habitude qui pourrait sembler morbide aux yeux de nos contemporains.
Il s'imaginait perdre sa fortune, sa santé, ses proches. Cette pratique, appelée préméditatio malorum, n'était ni du masochisme ni du pessimisme. C'était de l'entraînement mental. Prépare ton esprit à l'idée que ce jour pourrait être le dernier, écrivait-il à son ami Lucilius. Non pas pour se complaire dans l'angoisse, mais pour développer sa capacité de résilience et pour savourer pleinement ce qu'il possédait encore. Imaginez David, 38 ans, commercial dans une grande entreprise. Chaque matin, avant de consulter ses emails, il prend 5 minutes pour se rappeler que son poste pourrait disparaître, que son plus gros client pourrait le quitter, que sa santé pourrait se dégrader. Cette pratique, loin de le paralyser, le libère. Elle lui rappelle ce qui compte vraiment. Elle lui donne la force de prendre des risques calculés. Elle transforme chaque journée ordinaire en cadeau précieux. La préméditation des mots nous enseigne que l'imprévu fait partie intégrante de l'existence humaine. En nous y préparant mentalement, nous développons notre agilité émotionnelle. Nous cessons de vivre dans l'illusion que nos acquis sont éternels. Nous apprenons à construire notre bonheur sur des fondations plus solides que les circonstances extérieures. Le rappel de l'impermanence, danser avec l'éphémère. Marc Aurèle avait une formule qui revenait constamment sous sa plume. Cela aussi passera. 3 mots qui résument une sagesse millénaire et qui peuvent transformer notre rapport à la souffrance comme à la joie. Quand tu te lèves le matin, dis-toi, les gens que je vais rencontrer aujourd'hui seront indiscrets, ingrats, insolents, déloyaux, malveillants, égoïstes. Mais moi, j'ai vu la beauté du bien et la laideur du mal, et j'ai compris que le méchant est mon parent, écrivait l'empereur philosophe. Cette pratique du rappel de l'impermanence nous aide à relativiser nos drames comme nos triomphes. Céline vient de vivre une rupture douloureuse. Au lieu de se noyer dans l'amertume, elle applique la leçon stoïcienne. Cette souffrance, si intense soit-elle, est temporaire. Elle passera comme tout dans ce monde. Cette perspective ne supprime pas la douleur, mais elle empêche cette douleur de se transformer en poison permanent. À l'inverse, Paul vient de décrocher le contrat de sa vie. L'euphorie pourrait lui faire perdre la tête. Mais le rappel de l'impermanence lui murmure que ce succès, lui aussi, est éphémère. Cette conscience l'aide à rester humble, à continuer de travailler, à ne pas bâtir son identité sur un seul triomphe. La distance cognitive, l'art de prendre du recul. Les stoïciens avaient développé une technique redoutable pour éviter les réactions impulsives, la pause stoïcienne. Face à toute situation déstabilisante, ils s'imposaient un temps d'arrêt et se posaient une question simple mais révolutionnaire. Est-ce que cela dépend de moi? Sophie, mère de 2 adolescents, découvre que sa fille de 16 ans a menti sur ses sorties. Son premier réflexe serait de se lancer dans une dispute homérique, de culpabiliser, de dramatiser. Mais elle applique la distance cognitive stoïcienne. Elle se demande « Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation ?» Elle ne peut pas contrôler le fait que sa fille ait menti, mais elle peut choisir sa réaction. Elle peut décider de transformer ce moment en opportunité de dialogue plutôt qu'en champ de bataille. Cette technique de la distance cognitive nous protège de nos propres emportements. Elle nous aide à sortir du pilote automatique émotionnel pour redevenir les pilotes conscients de nos vies. Elle transforme chaque épreuve en exercice de sagesse. Le journal stoïcien, le rendez-vous quotidien avec soi-même. Sénèque avait une habitude que Marc Aurèle et Épictète partageaient également. Il tenait une sorte de journal philosophique. Pas un simple récit des événements de la journée, mais un véritable examen de conscience stoïcien. Quand la lumière est éteinte et que ma femme s'est tue, quand elle s'est endormie, j'examine ma journée entière et je repasse mes actions et mes paroles. Je ne me cache rien, je ne passe rien sous silence, écrivait Sénèque. Chaque soir, ils se posèrent des questions déstabilisantes. Qu'ai-je voulu contrôler aujourd'hui qui ne dépendait pas de moi? Dans quelle situation ai-je gaspillé mon énergie? Qu'aurais-je pu accepter avec plus de sérénité? Comment ai-je grandi en sagesse? Julien, cadre de 35 ans, a adopté cette pratique. Chaque soir, avant de se coucher, il note dans un carnet 3 éléments. Une situation qu'il a bien gérée en appliquant la dichotomie du contrôle, une situation où il s'est laissé emporter par ses émotions
et une leçon qu'il en tire pour le lendemain. Cette pratique transforme chaque journée en laboratoire de croissance personnelle. L'amor fati, embrasser son destin. La pratique la plus avancée du lâcher-prise stoïcien porte un nom latin beautiful, amor fati, littéralement l'amour du destin. Il ne s'agit plus seulement d'accepter ce qui arrive, mais d'apprendre à l'aimer. Nietzsche, grand admirateur des stoïciens, résumait cette attitude par une formule saisissante. « Ma formule pour ce qu'il y a de grand dans l'homme est amor fati. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni en avant, ni en arrière, ni dans tous les temps. Ne pas seulement supporter l'inéluctable, encore moins le dissimuler, mais l'aimer. » Cette pratique peut sembler surhumaine, et elle l'est probablement dans sa forme absolue. Mais elle indique une direction, un idéal vers lequel tendre. Elle nous invite à chercher dans chaque épreuve non pas seulement une leçon à en tirer, mais une opportunité de grandir, de révéler notre meilleur moi. Antoine, 45 ans, vient d'apprendre qu'il souffre d'une maladie chronique qui va l'accompagner toute sa vie. Le premier mouvement est évidemment la révolte, le déni, la colère. Mais progressivement, en s'inspirant de l'amor fati stoïcien, il commence à voir dans cette épreuve une invitation à repenser ses priorités, à approfondir ses relations, à découvrir des ressources insoupçonnées en lui. Il ne se réjouit pas de sa maladie, mais il apprend à aimer la personne qu'elle l'aide à devenir. Les fruits dorés de la sagesse. Ceux qui s'engagent sur la voie stoïcienne du lâcher-prise découvrent rapidement les transformations profondes que cette pratique génère dans leur existence. Ces changements ne sont pas spectaculaires du jour au lendemain, mais ils s'installent progressivement, comme une eau claire qui purifierait lentement une source troublée. Le premier bénéfice, le plus évident, est cette sérénité dans l'adversité qui caractérisait les grands stoïciens. Quand nous cessons de nous battre contre l'incontrôlable, nous libérons une énergie considérable. Cette énergie, au lieu de se disperser dans des combats stériles, se concentre sur ce qui dépend réellement de nous. Nous développons une forme de force émotionnelle qui nous rend moins vulnérables aux tempêtes extérieures. Marie, 41 ans, traverse un divorce difficile. Avant de découvrir la philosophie stoïcienne, elle passait ses journées à ressasser les erreurs de son ex-mari, à imaginer des scénarios de vengeance, à se torturer avec des « si j'avais su ». Aujourd'hui, elle se concentre sur ce qu'elle peut contrôler, son bien-être, l'éducation de ses enfants, sa reconstruction personnelle. Elle n'est pas devenue insensible, mais elle a cessé d'être esclave de ses émotions. Cette nouvelle liberté émotionnelle s'accompagne d'une capacité d'action décuplée. Quand nous savons exactement où porter nos efforts, nous devenons redoutablement efficaces. Nous cessons de nous éparpiller. Nous développons cette qualité rare qu'est la clarté d'esprit dans l'action. L'exemple de Marc Aurèle reste à cet égard saisissant. Imaginez, cet homme dirigeait un empire qui s'étendait de l'Écosse au Sahara, gérait des campagnes militaires complexes, arbitrait des conflits politiques majeurs et trouvait encore le temps d'écrire certaines des pages les plus profondes de la littérature philosophique occidentale. Comment? En appliquant rigoureusement la dichotomie du contrôle. Il ne gaspillait pas une once d'énergie sur ce qui échappait à son influence directe. Dans ses pensées, écrites souvent sous sa tente militaire entre deux batailles, il notait « Confine-toi au présent ». Cette phrase résume parfaitement l'état d'esprit stoïcien, une concentration totale sur l'ici et maintenant, sur ce qui peut être fait concrètement, immédiatement. Quand la sagesse antique rencontre le monde moderne. Mais comment transposer ces enseignements millénaires dans notre quotidien contemporain? Comment faire de la sagesse stoïcienne un allié concret dans nos vies d'hommes et de femmes du XXIe siècle? Face aux conflits relationnels, changer de perspective. Prenons l'exemple des conflits relationnels, ces situations où nos émotions s'enflamment le plus facilement. Votre conjoint vous fait une remarque blessante lors d'un dîner. Votre premier réflexe pourrait être de riposter, de vous justifier, d'expliquer pourquoi il a tort. Vous voilà parti dans le grand cercle de l'incontrôlable. Vous tentez de changer l'opinion de l'autre, de contrôler ses mots, ses émotions, ses réactions. L'approche stoïcienne
vous invite à une révolution intérieure. Que pouvez-vous contrôler dans cette situation? Votre réaction. Votre choix de répondre avec colère ou avec sagesse. Votre décision d'escalader le conflit ou d'y voir une opportunité de grandir en patience et en compréhension. Lucie et Pierre vivent cette situation concrètement. Mariés depuis 15 ans, ils avaient développé une dynamique toxique. Chaque remarque de l'un déclenchait une contre-attaque de l'autre et leurs soirées se transformaient régulièrement en champ de bataille. Depuis que Lucie a découvert les outils stoïciens, elle s'impose une pause avant de réagir. Elle se demande « Qu'est-ce que je peux contrôler ici ?» Résultat, leur conflit se transforme progressivement en conversation, leurs reproches en occasion de mieux se comprendre. Dans l'échec professionnel, distinguer l'amendable de l'inamendable. La sphère professionnelle offre un terrain d'application extraordinaire pour la sagesse stoïcienne. Imaginez que vous veniez de rater une présentation importante devant votre direction. Votre projet, sur lequel vous avez travaillé pendant des mois, est rejeté. La déception est immense, la frustration légitime. La réaction habituelle consisterait à ruminer cette défaite, à chercher des coupables, à imaginer ce qui aurait pu se passer si les circonstances avaient été différentes. Vous vous enfermeriez dans le grand cercle de l'incontrôlable, le passé qui ne peut être changé, les réactions de vos collègues, les décisions de votre hiérarchie. L'approche stoïcienne vous propose un autre chemin. Que pouvez-vous tirer de cette expérience? Quelles compétences pouvez-vous développer pour l'avenir? Comment cette épreuve peut-elle vous rendre plus fort, plus sage, plus efficace? Vous voilà de retour dans votre petit cercle de pouvoir, là où vous pouvez agir concrètement. Romain, ingénieur de 32 ans, a vécu exactement cette situation. Son innovation technologique, fruit de 2 années de recherche, a été rejetée par le comité d'investissement de son entreprise. Au lieu de se complaire dans l'amertume, il a appliqué la grille d'analyse stoïcienne. Il a identifié les points faibles de sa présentation qu'il pouvait améliorer, les compétences qu'il devait développer, les alliances qu'il pourrait construire. 6 mois plus tard, une version améliorée de son projet était acceptée. L'échec était devenu un tremplin. Dans la vie quotidienne, transformer l'ordinaire en extraordinaire. Mais c'est peut-être dans les petits irritants du quotidien que la sagesse stoïcienne révèle sa puissance la plus pratique. Ces embouteillages qui nous mettent en retard, ces critiques sur les réseaux sociaux qui nous piquent au vif, ces pannes d'électricité qui perturbent nos plans, ces retards de train qui bouleversent notre emploi du temps, autant de situations où nous gaspillons traditionnellement une énergie précieuse à nous insurger contre l'incontrôlable. Autant d'occasions de pratiquer l'art stoïcien du lâcher-prise. Chaque matin, vous pourriez vous poser cette question libératrice. Aujourd'hui, qu'est-ce qui dépend vraiment de moi? Cette interrogation simple transforme votre rapport à la journée qui commence. Elle vous aide à identifier vos véritables priorités et à ne pas vous laisser détourner par les turbulences extérieures. Sandrine, mère de famille et cadre dans une association, a adopté ce rituel matinal. Au lieu de se lever en consultant immédiatement ses emails et les actualités, qui l'angoissaient régulièrement, elle prend 10 minutes pour clarifier ses intentions de la journée. Qu'est-ce qu'elle veut accomplir qui dépend vraiment d'elle? Comment veut-elle être dans ses relations? Quelle attitude veut-elle incarner face aux imprévus? Cette pratique simple a transformé sa qualité de vie et son efficacité. Un petit rituel aux grandes conséquences. Voici un exercice concret que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour faire un bilan stoïcien de votre journée. Posez-vous ces 3 questions. Aujourd'hui, dans quelle situation ai-je tenté de contrôler l'incontrôlable? Quel moment où j'ai su me concentrer sur ce qui dépendait de moi? Demain, comment puis-je mieux appliquer la dichotomie du contrôle? Cette pratique, si elle devient régulière, provoque une transformation progressive mais profonde de votre psychisme. Vous développez petit à petit cette capacité précieuse à distinguer instantanément ce qui mérite votre énergie de ce qui ne la mérite pas. Vous affinez votre sens du discernement.
vous renforcez votre résilience émotionnelle. L'invitation à la liberté véritable. Nous voici arrivés au terme de ce voyage dans la sagesse stoïcienne, mais en réalité, ce terme n'est qu'un commencement, car la véritable transformation ne se produit pas dans la lecture, si passionnée soit-elle, mais dans l'application quotidienne, patiente, parfois difficile, de ces principes millénaires. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est choisir ses batailles. C'est décider consciemment où investir son énergie vitale. C'est cesser de se battre contre des moulins à vent pour se concentrer sur les vrais défis de l'existence. C'est accepter que nous ne sommes pas les maîtres du monde, mais que nous sommes les maîtres absolus de nos réactions face au monde. Cette révolution intérieure ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande de la patience, de la bienveillance envers soi-même, de la persévérance. Il y aura des jours où vous retomberez dans vos anciens schémas, où vous vous surprendrez à vouloir contrôler l'incontrôlable. C'est normal, c'est humain. L'important n'est pas la perfection, mais la direction. Les stoïciens nous rappellent que nous sommes tous des apprentis dans l'art de vivre. Marc Aurèle lui-même, malgré sa sagesse légendaire, continuait à s'exercer quotidiennement, à se rappeler les principes fondamentaux, à corriger ses écarts. Ces pensées ne sont pas les réflexions d'un sage accompli, mais les notes d'entraînement d'un homme qui travaille constamment à s'améliorer. Alors, que pourriez-vous commencer à lâcher dès aujourd'hui? Quelle situation de votre vie actuelle vous demande d'appliquer la dichotomie du contrôle? Quels soucis inutiles pourriez-vous abandonner pour libérer votre énergie et la consacrer à ce qui en vaut vraiment la peine? Peut-être est-ce cette inquiétude permanente sur l'opinion que les autres ont de vous. Peut-être est-ce cette tendance à vouloir tout prévoir et tout organiser dans la vie de vos proches. Peut-être est-ce cette habitude de ressasser les erreurs du passé ou de vous angoisser pour un avenir incertain. Choisissez une chose, une seule pour commencer. Identifiez clairement ce qui, dans cette situation, dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Puis engagez-vous à concentrer votre attention uniquement sur votre cercle de contrôle. Observez ce qui se passe. Notez les changements, même minimes, dans votre niveau de stress et votre efficacité. La véritable liberté ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation. Non pas l'acceptation passive de la résignation, mais l'acceptation active de celui qui comprend les règles du jeu de l'existence et choisit de jouer intelligemment. Cette liberté-là, personne ne peut vous la retirer. Elle ne dépend ni de votre situation financière, ni de votre statut social, ni de votre santé. Elle ne dépend que de vous. C'est cette liberté-là que Marc Aurèle a trouvée sous sa tente militaire en Germanie. C'est cette liberté-là qu'Épictète a découverte dans sa condition d'esclave, puis de philosophe. C'est cette liberté-là qui vous attend aujourd'hui, maintenant, si vous acceptez de faire le premier pas sur le chemin millénaire du lâcher-prise stoïcien. Car au bout du compte, la plus belle des victoires n'est pas de contrôler le monde, mais de ne plus avoir besoin de le contrôler pour être en paix avec soi-même. L'héritage des géants. Avant de refermer ce livre invisible que nous avons ouvert ensemble, permettez-moi de vous raconter une dernière histoire. C'est l'histoire d'un homme ordinaire qui a découvert la puissance extraordinaire du lâcher-prise stoïcien. Jean-Michel, 48 ans, était ce qu'on appelle un control freak. Chef d'entreprise prospère, père de 3 enfants, il menait sa vie comme une campagne militaire. Chaque détail devait être prévu, chaque variable maîtrisée. Ses journées étaient des marathons d'optimisation où il tentait désespérément de faire coïncider la réalité avec ses plans parfaits. Le réveil a sonné un matin de novembre quand sa femme lui a annoncé qu'elle voulait divorcer. Pas à cause d'une trahison ou d'un drame particulier, mais simplement parce qu'elle étouffait sous le poids de ses tentatives permanentes de contrôle. « Tu veux décider de tout, même de mes émotions », lui a-t-elle dit. Cette phrase a été comme un électrochoc. C'est dans cette période de remise en question profonde qu'un ami lui a glissé un livre des pensées de Marc Aurèle. Jean-Michel, homme pragmatique s'il en est, a d'abord eu du mal avec ses réflexions d'un empereur d'il y a 2000 ans. Mais une phrase l'a arrêté net. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Lentement, très lentement,
Jean-Michel a commencé à expérimenter. Au bureau, au lieu de passer ses journées à micromanager ses équipes, il s'est concentré sur ce qui dépendait vraiment de lui, donner une vision claire, créer un environnement de confiance, incarner les valeurs qu'il voulait voir rayonner. Les résultats ont été stupéfiants. Ses collaborateurs, libérés de sa surveillance constante, ont développé une créativité et une initiative qu'ils n'avaient jamais soupçonnées. Avec ses enfants, la transformation a été plus difficile, mais encore plus profonde. Au lieu de programmer chaque minute de leur week-end, il a appris à lâcher prise sur leurs choix d'activité, leurs résultats scolaires, leurs humeurs d'adolescents. Il s'est concentré sur ce qui dépendait de lui, être présent quand ils avaient besoin de lui, incarner les valeurs qu'il voulait leur transmettre, créer un cadre sécurisant sans être étouffant. Quant à sa relation avec son ex-femme, Jean-Michel a cessé de vouloir la convaincre de revenir. Il s'est contenté de devenir l'homme qu'elle avait aimé autrefois, pas pour la reconquérir, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Ils ne se sont pas remis ensemble, mais ils ont développé une relation coparentale apaisée qui fait du bien à toute la famille. Aujourd'hui, 3 ans après sa découverte du stoïcisme, Jean-Michel décrit sa transformation comme une renaissance. Il n'est pas devenu parfait, loin de là. Il lui arrive encore de retomber dans ses anciens travers. Mais il a développé cette capacité précieuse à s'en apercevoir rapidement et à se recentrer sur son cercle de contrôle. J'ai découvert qu'il y avait une différence énorme entre être responsable et vouloir tout contrôler, explique-t-il aujourd'hui. Être responsable, c'est assumer pleinement ce qui dépend de moi. Vouloir tout contrôler, c'est s'épuiser à essayer de régir l'univers entier. La première attitude me donne de la force, la seconde me la prenait. La révolution silencieuse. L'histoire de Jean-Michel n'est pas exceptionnelle. Partout dans le monde, des hommes et des femmes découvrent la puissance transformatrice de la sagesse stoïcienne. Ils ne font pas de bruit, ne créent pas de mouvements spectaculaires, mais ils transforment silencieusement leur rapport à l'existence. Cette révolution silencieuse touche autant l'étudiant stressé par ses examens que le retraité inquiet pour ses petits-enfants, autant l'entrepreneur écrasé par les responsabilités que l'artiste rongé par le doute. Car le besoin de lâcher prise est universel. Il traverse les âges, les cultures, les conditions sociales. Dans nos sociétés hyper connectées, où l'information nous submerge, où les sollicitations se multiplient, où la pression de la performance s'intensifie, les enseignements stoïciens résonnent avec une actualité troublante. Ils nous offrent un îlot de sagesse dans l'océan du bruit ambiant. Mais attention, la philosophie stoïcienne n'est pas une méthode miracle qui résoudra tous vos problèmes du jour au lendemain. Elle n'est pas non plus une invitation à la passivité ou à l'indifférence. C'est un art de vivre exigeant qui demande de la discipline, de la constance et parfois du courage. Car il faut du courage pour lâcher prise. Il faut du courage pour admettre que nous ne maîtrisons pas notre environnement. Il faut du courage pour accepter que nos proches aient leur propre chemin à parcourir. Il faut du courage pour faire le deuil de nos illusions de toute puissance et pour construire notre bonheur sur des fondations plus authentiques. L'invitation finale. Alors que ces mots touchent à leur fin, une invitation se dessine. Elle ne vient pas de moi, mais de ces géants de la sagesse qui nous ont précédés sur ce chemin. Elle traverse les siècles pour vous parvenir aujourd'hui, intacte et puissante. Celle de commencer, maintenant, aujourd'hui, à pratiquer l'art du lâcher-prise. Vous n'avez pas besoin d'attendre des conditions parfaites. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre d'emblée. Vous n'avez pas besoin d'être déjà sage ou éclairé. Vous avez juste besoin d'être curieux, patient avec vous-même et prêt à expérimenter. Commencez petit. Choisissez une situation de votre vie actuelle qui vous préoccupe, vous stresse, vous fait perdre du sommeil. Appliquez-y la dichotomie stoïcienne. Identifiez clairement ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Puis, pour les prochaines 24 heures, engagez-vous à ne consacrer votre énergie mentale qu'aux éléments qui relèvent vraiment de votre contrôle. Observez ce qui se passe. Notez les résistances de votre mental habituel. Accueillez avec bienveillance vos rechutes dans vos anciens schémas. Célébrez les petites victoires, ces moments où vous parvenez à rester centré sur votre pouvoir véritable.
car c'est là, dans ces micro-transformations quotidiennes, que se joue la vraie révolution. Pas dans les grandes déclarations ou les résolutions spectaculaires, mais dans ces milliers de petits choix conscients qui, jour après jour, façonnent un nouveau rapport au monde. L'écho éternel. En refermant cette exploration de la sagesse stoïcienne, gardez à l'esprit que vous rejoignez une lignée ininterrompue de chercheurs de liberté intérieure. Depuis plus de 2000 ans, des hommes et des femmes ont marché sur ce sentier du lâcher-prise. Ils ont découvert, chacun à leur manière, que la véritable puissance ne réside pas dans la capacité à plier le monde à notre volonté, mais dans celle de choisir consciemment nos réactions face aux événements. Cette sagesse ne vous appartient pas en propre une fois que vous l'avez découverte. Elle vous traverse, vous transforme, puis demande à être partagée. Pas nécessairement par des discours ou des leçons, mais par l'exemple de votre propre transformation. Car rien n'est plus contagieux qu'une sérénité authentique. Rien n'est plus inspirant qu'un être humain qui a trouvé sa liberté intérieure. Vos proches, vos collègues, vos enfants sentiront le changement sans que vous ayez besoin de l'expliquer. Ils verront cette nouvelle stabilité émotionnelle qui vous caractérise. Ils observeront cette capacité inédite que vous avez développée à rester calme dans la tempête. Ils seront intrigués par cette légèreté nouvelle qui semble vous habiter. Et peut-être un jour, l'un d'entre eux vous demandera « Comment fais-tu pour être si serein ?» Ce jour-là, vous pourrez transmettre à votre tour ce trésor que les stoïciens vous auront légué. Vous pourrez dire, avec la simplicité de celui qui a expérimenté, « J'ai appris à me concentrer sur ce qui dépend de moi et à lâcher prise sur le reste. » Car au bout du compte, la plus précieuse des sagesses est celle qui se partage. Et la plus belle des libertés est celle qui libère non seulement celui qui la découvre, mais tous ceux qu'elle inspire. La véritable liberté ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation. Et cette liberté-là vous attend, ici et maintenant, si vous acceptez de faire le premier pas sur le chemin millénaire du lâcher-prise stoïcien.